Khalifa Sall, le maire de Dakar, il est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions, la crise au PS et ses suites judiciaires, le procès de Barthélémy Diaz, la date des élections législatives, sa liste, ses alliances, sa relation avec le président Macky Sall, Abdoulaye Wade, la présidentielle 2019, la ville de Dakar et plusieurs autres sujets. Khalifa Sall, le maire de Dakar, face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10. Radio Futur Média. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Remue Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Remue Ménage ce dimanche, au menu, pourquoi l'hécatombe sur nos routes? Quelle est la responsabilité de l'État, celle des transporteurs et des forces de sécurité? L'insécurité à Dakar, braquage, agression, quelles sont les causes et les remèdes? Autre sujet, le dialogue de sourds entre pouvoir et opposition, quelle analyse en faire? La Gambie, après Yaya Jammeh, Adama Barrow sera-t-il à la hauteur des attentes des Gambiens? Pour parler de tout cela, Remue Ménage reçoit ce dimanche 29 janvier Diatou Cissé, journaliste, et Mohamedou Lamine Sagne, docteur en sociologie, ancien professeur à Princeton University et enseignant au laboratoire du changement social à l'université Paris 7 Diderot. Remue Ménage, c'est de 10h à 11h ce dimanche sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Nous sommes dimanche et c'est le 29 janvier 2017. Bienvenue à Remue Ménage. Avec nous, Diatou Cissé, journaliste. Diatou Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus. Mohamed Lamine Sagna, docteur en sociologie, ancien professeur à Princeton aux États-Unis, actuellement enseignant au laboratoire du changement social à l'université Paris 7 Diderot. Lamine Sagna vient de sortir un livre qui s'intitule Violence, racisme et religion en Amérique, Cornel West, une pensée rebelle. Merci monsieur et madame d'avoir accepté notre invitation. Diatou Cissé Koulibaly, les accidents de la route avec des dizaines de morts sont presque devenus une banalité dans ce pays. Le dernier en date à Malem Hodar a fait 18 morts et plusieurs blessés. Par an, les accidents de la route coûtent au Sénégal 77 milliards de francs CFA. Diatou, comment peux-tu expliquer cette situation qui semble pratiquement ne déranger personne? Merci Alassane et bonjour à tous les auditeurs de RFM, particulièrement à mes confrères journalistes. Je pense, Alassane, que on n'a pas besoin de trop réfléchir pour se rendre compte que finalement, la route est le condensé de toutes nos indisciplines, de notre laisser-aller collectif. On peut appréhender le problème effectivement à 3 niveaux, comme c'est dit dans la bande-annonce. Qu'est-ce qui relève des défaillances institutionnelles? Et moi, je mets dans les défaillances institutionnelles également le personnel de police et de gendarmerie chargé de veiller sur la sécurité routière. À ce niveau, je pense que on est resté finalement nous-mêmes. Toutes les normes, toutes les conventions en matière de circulation sont violées dans ce pays-là. Vous prenez par exemple les véhicules. Vous avez des véhicules, lorsqu'ils vous dépassent, vous vous demandez comment un pays disposant d'un centre de visite technique aussi moderne puisse délivrer des aptitudes à ces types de véhicules. Des véhicules qui ont des problèmes de parallélisme, des véhicules qui sont hyper chargés et qui tu te demandes comment ce camion ou comment ce bus est passé devant quelqu'un qui est chargé de réguler la sécurité. Ça, c'est au niveau des défaillances institutionnelles. On pourra y revenir. Maintenant, pour ce qui est lié même au comportement du Sénégalais, je pense qu'effectivement, il y a un gros problème. Si globalement, dans votre vie quotidienne,
vous appréhendez tout dans la légèreté et le manque de rigueur, on ne peut pas s'attendre à que vous conduisiez avec rigueur et discipline. Je pense que nous sommes rattrapés effectivement par notre indiscipline. Si vous voyagez la nuit, et là je suis d'accord avec le ministre du Transport terrestre, vous avez peur. Vous avez vu, je le disais dans une chronique, des voitures qui ressemblent à des paquebots. Même les conventions en matière de feu ont été violées. Il y en a qui mettent des anti-brouillards. Il y a même des berlines qui ont près de 6 lumières, 6 feux devant parce qu'on a adapté, on a monté des feux et personne ne dit rien. Je pense que c'est dramatique ce qui se passe sur nos routes, mais quelque part, je pense que nous le méritons bien. C'est peut-être trop dur de le dire, mais je pense que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette situation. Lamine Sagna, est-ce qu'après le diagnostic que Diatou vient de faire, c'est le constat en tant que sociologue d'une société malade? Oui, merci de m'avoir reçu, merci. Comme Diatou, je salue tout le public sénégalais pour cette occasion que vous m'offrez. Oui, je pense que le diagnostic est vrai. Quand on vient de l'extérieur, c'est vrai que c'est frappant, c'est ce qu'on voit en premier. On voit que il y a une indiscipline, il y a une question d'insécurité totale qui peut même, non seulement ce qu'elle vient de mettre comme diagnostic, mais aussi on peut y voir autre chose en termes de santé publique, par exemple la pollution, c'est horrible. Je veux dire, là, ça pose un problème. Il y a une pathologie, quoi. D'où ça vient? Je pense qu'elle a eu raison de souligner au niveau comportemental. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, parce que quand même, quand nous grandissions dans ce pays-là, il y avait quelques disciplines, il y avait les feux qui étaient respectés. Qu'est-ce qui fait? Quelle est la rupture qui a entraîné cette situation-là? Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser. Et sur le plan, en tout cas, de l'institutionnel et conventionnel, j'allais dire, il y a une question de comment l'espace public, comment on occupe l'espace public. L'espace public est un espace sensible, c'est-à-dire c'est comment on se partage l'espace pour que la population puisse, chacun en tout cas puisse bénéficier de ce petit espace-là. Et l'indiscipline dit quelque chose aussi de notre société, de l'état de notre société, qui est complètement malade aussi, je pense. Diatou Cissé Coulibaly, quand on regarde le communiqué des conseils des ministres, c'est des dénonciations, d'éternelles dénonciations, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises. Est-ce que les autorités elles-mêmes ont ce comportement-là vis-à-vis des Sénégalais, leur façon de se comporter? Je pense que ça aussi c'est intéressant à analyser. C'est intéressant à analyser. Et comme j'aime à le dire dans mes chroniques que j'intitule La République de Noumbélane, ce qui est cocasse dans ce pays, c'est que les directives et même les injonctions du chef de l'État peuvent être royalement ignorées et rien ne s'ensuit. Maintenant, c'est sûr que ceux qui nous dirigent constitue, qu'on le veuille ou pas, lui il est sociologue, il sait de quoi je parle, constitue le modèle culturel dominant. Et si le modèle culturel dominant ne donne pas le bon exemple, effectivement, on peut comprendre que la grande masse suit. Mais je pense que, je ne sais plus quel penseur qui le disait, l'enjeu c'est d'élever la masse au niveau de l'élite. Et je pense que ça, c'est un enjeu stratégique pour ceux qui nous gouvernent. Maintenant, je pense quand même, il faut pas, peut-être on peut souligner le manque de leadership en faveur de changements de comportement positif chez le Sénégalais. Et le constat, il est là. Et je pense que ceux qui nous gouvernent ne peuvent pas l'ignorer. Au quotidien, nos relations, que ce soit dans la circulation, que ce soit au bureau, que ce soit au marché, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'hôpital, nos relations sont placées sous le signe du manque de respect de son vis-à-vis, de l'incivisme et de la discourtoisie. Moi, partant de ce constat, je me dis qu'on n'ira pas loin. On a beau avoir des ambitions généreuses avec le plan Sénégal émergent, on a beau avoir des projets émergent, mais je pense que le projet le plus structurant pour ce pays au Sénégal, c'est de remettre les choses en l'état. Le plan Sénégal comportemental. Le plan Sénégal comportemental. Je disais à certains, absolument. Je pense qu'il y a un grand mouvement à mener dans ce pays, à animer pour le changement de comportement. Parce que tous ces grands projets dont on nous parle, ces projets-là sont portés et sont élaborés au bénéfice des Sénégalais. Si nous ne sommes pas prêts
à en bénéficier, ces projets tomberont à l'eau. Et je le disais à quelqu'un, je pense que l'un des plans, un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent devrait être le changement de comportement positif chez le Sénégalais. Parce qu'il n'y a pas aussi un État où il y a un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. Lui, il vient des États-Unis, il sait bien de quoi je parle. J'ai été frappée, je l'ai dit quelque part. Une fois, j'étais à New York et j'ai vu un monsieur qui promenait son chien. Le chien s'est soulagé sur le trottoir. Il a sorti de sa poche un sachet. Il a ramassé les crottes et il est allé les mettre dans le bac à ordures. Il n'y avait pas un policier derrière lui, il n'y avait pas un gendarme. Je pense que c'est ça, le défi, c'est de formater un citoyen qui souscrit aux règles, qui les respecte sans la peur du gendarme et du policier. Et je pense que ça, c'est un défi dont nos gouvernements ne peuvent faire l'économie dans ce pays. La Messania, vous travaillez dans un laboratoire de changement de comportement social à Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un changement comportemental? Est-ce que les autorités qui sont là, qui sont censées donner le bon exemple, sont dans cette dynamique ou bien chacun se dit, je gère mon petit coin tranquille? Oui, je veux dire, il est impossible d'insuffler le changement dans une société lorsque le leadership n'applique pas les règlements et n'incarne pas ce changement-là. Et il est frappant comment l'urbanisme dans ce pays-là, par exemple, a changé complètement. Je veux dire, quand on vient de l'extérieur, la chose la plus frappante, on ne peut pas marcher dans Dakar. Et c'est terrible. Les trottoirs sont occupés. Dans la route, il y a des motards qui montent sur les trottoirs. Et c'est impossible qu'on puisse vivre en commun comme ça. C'est impossible. En fait, le leadership, c'est quoi son rôle? C'est de voir comment l'espace commun, on le partage et comment le partager, on réfléchit non seulement des parts d'exclusivité, ce qui revient exclusivement à des personnes, mais aussi comment incarner, en tout cas comment tenir compte de la part des sans-parts. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les gens qui sont exclus du système économique et social ne doivent pas se sentir exclus de la société. Et donc, de ce point de vue-là, le leadership a un rôle fondamental à jouer et l'urbanisme aurait pu être respecté mieux. Parce que d'après ce que j'ai eu comme information, c'est que avec Senghor, par exemple, il y avait un plan d'urbanisme de Dakar qui n'est plus respecté. Et c'est impossible. Donc, lorsqu'on construit des immeubles où on ne doit pas les construire, c'est impossible de demander à un habitant de Pékin ou de Guédiawaye de ne pas construire là où il ne doit pas construire. Et donc, c'est pour cela qu'il me semble que pour changer les comportements, en tout cas dans un État, il faudrait que le leadership incarne ce changement-là. Mais est-ce que Diatou Cissé Coulibaly, nos gouvernants ne sont pas aujourd'hui, comment on appelle ça, dans une situation d'être dans une situation de ne pas pouvoir apporter les changements parce qu'ils subissent quelque part obligés abdiquer devant des lobbies dans ce pays, dans tous les segments de la société? Mais moi, je pense que c'est ce qu'il disait en filigrane. Si on aménage une catégorie de citoyens, un statut d'intouchable ou d'être au-dessus des lois, effectivement, on aura des problèmes. Et le peuple n'étant pas dupe, ils vont trouver des connexions pour se cacher ou être portés par les lobbies qui ont du pouvoir également. Mais je pense que l'enjeu, effectivement, c'est de concevoir que l'espace public est un espace organisé. Un espace organisé, comme il dit, cela suppose qu'il soit rationnellement accessible de tous les usagers, compte non tenu des intérêts particuliers ou des intérêts exclusifs. Si c'est dommage, c'est vrai que le Sénégal est un pays sociologiquement très compliqué, avec des forces, des groupes de pression, mais l'enjeu pour le pouvoir, je pense, c'est de gérer tout ça de telle sorte que le citoyen sans pouvoir aussi puisse vivre tranquillement sa vie. Il l'a dit, et je pense que c'est l'objet de ma chronique de demain. Les lois sont là, elles ne sont pas abrogées. Moi, je suis très nostalgique du gouverneur Salihou Sambou, que je salue au passage, qui tentait de prendre des mesures, de réglementer les pousse-pousse, de réglementer l'heure d'entrée des camions à Dakar. Allez-y au centre-ville.
le centre-ville est engorgé parce que toutes les rues secondaires sont occupées soit par des commerçants, soit par des camions qui déchargent des tonnes d'oignons, des tonnes de pommes de terre toute la journée, ou de gros chantiers, de gros immeubles qui mettent leur gravat, qui mettent le ciment, qui mettent le béton aussi sur la chaussée. Je pense que c'est ça un peu. Les choses sont telles. On a atteint un tel niveau de laisser-aller, à mon avis, qu'il faut absolument du caractère pour régler la situation. Du caractère, mais pas beaucoup de force. Parce que moi, je suis persuadée que presque chaque Sénégalais en son fort intérieur, il n'y a qu'à écouter les wax sa khalat, chaque Sénégalais en son fort intérieur, c'est que quelque part, nous sommes piégés par notre indiscipline collective. Et je suis désolée, les gouvernants ne peuvent pas ignorer cette question. Il ne suffit pas de dire qu'on rattache au ministère de la Jeunesse la question de la citoyenneté. Il ne suffit pas de lever régulièrement le drapeau national pour développer ce sentiment-là. Je pense que là où nous en sommes, on a besoin d'appliquer la loi, parlons-en. Les gens font du tapage nocturne à longueur de jeudi nuit. Vous appelez la gendarmerie ou la police, ils vous disent que c'est sensible. C'est sensible pourquoi? Puisque tout ça c'est réglementé. Comment des groupes privés peuvent prendre en otage tout un quartier au point de les empêcher de dormir parce que ils célèbrent leur guide ou ils célèbrent la nuit du vendredi. Je pense qu'il y a fort à faire pour remettre les Sénégalais en l'état. Les Sénégalais en sont conscients, mais quand même, malgré cette conscience qu'ils ont de déranger les gens, d'être indisciplinés, ils continuent quand même à faire la même chose, comme si rien n'était. C'est ça le drame. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque des gens qui sont censés vous représenter, qui sont censés être les leaders, n'incarnent pas la discipline, les autres suivent la même chose, je vous dis, à leur façon. Et donc ces Sénégalais qui en sont conscients, et même, y compris au niveau du gouvernement, je pense qu'ils en sont conscients. Et ça, mais ils font rien. Voilà, ils le font. Ouais, peut-être oui, j'espère qu'ils essaient. En tout cas, il faut être courageux pour gouverner. Il faut du courage. Et donc il faut prendre des dispositions, des décisions qui permettent à ce qu'on puisse vivre en commun. Je vous dis, c'est la moindre des choses. Il est impossible de dire à quelqu'un de ne pas de suivre la loi lorsque on se l'applique pas soi-même. Et donc voilà quoi. Je veux dire, c'est la démocratie, c'est aussi ça. C'est comment on s'approprie un certain nombre de valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, la décence, mais aussi comment on peut vivre en commun. Ça, c'est fondamental, sinon la démocratie ira en faillite. Dans la même lancée, Dakar aujourd'hui a peur, on a l'assisté à des braquages, des banques qui sont braquées en plein jour, des bandes armées avec des kalachnikovs. Les gens dans les quartiers aujourd'hui ont peur de sortir de chez eux, ils peuvent même être attaqués dans leur domicile. Mais on a l'impression aussi que là, voilà, on constate les faits, et puis voilà, jusqu'au prochain braquage. Oui, je pense qu'on est dans le contexte, hein. On est dans le contexte de laxisme généralisé, de laisser aller, sur fond de culture de tolérance, de djegelou, de ballement. Toute cette culture-là, je pense, génère des dérives dans l'insécurité, même si on doit dire que l'insécurité est consubstantielle aux sociétés humaines. Je ne crois pas qu'il y ait une société sans insécurité. La société génère sa propre violence, ça fait partie de ces facteurs d'équilibre. La société génère de l'insécurité. Mais je pense que là où l'État est attendu, c'est de juguler et de gérer cette insécurité. Parce qu'on peut créer la sécurité en installant aussi la peur dans le camp de ceux qui sont porteurs d'insécurité. Et je pense que c'est là où l'État est en On a beaucoup parlé de pétrole de gaz au Sénégal. Oui. Et souvent, dans les pays où on parle de ça, ça attire souvent des malfaiteurs. Est-ce que, en parlant de ce débat-là au Sénégal aussi intensément, on a pris des mesures aux frontières? Chacun peut venir faire ce qu'il veut au Sénégal, passer la nuit, on ne le contrôle pas. Oui, je pense que même avant d'en arriver là, actuellement nous en avons assez à faire avec l'insécurité domestique, entre guillemets. Vous avez des jeunes en scooter qui suivent les gens, il semblerait maintenant même qu'ils sont armés, ils vous suivent, et lorsque vous ouvrez votre portière, ils se jettent sur vous. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yembel. J'ai entendu le directeur général de la police, que je salue respectueusement, qui disait que oui, l'insécurité finalement, c'est entre guillemets, c'est un ressenti qu'une situation réelle. Je pense que là où nous en sommes, on ne peut pas faire de la philosophie. Absolument. On ne peut pas philosopher sur l'insécurité. L'insécurité
elle est bien rare. Quand bien même elle serait un ressenti, c'est un sentiment psychologique très fort qui déstabilise et que c'est normal que l'État apporte à une réponse, ne serait-ce que si c'était un sentiment qui est en train de s'installer. Maintenant, moi j'ai discuté de la question avec des gens qui sont très au fait de ce qui se passe à la police. C'est vrai, des efforts sont en train d'être faits. Il y a quand même eu des recrutements massifs. Moi je suis tout à fait fière maintenant de voir de belles voitures de police dignes de ce nom à la place des tacos et des scooters qu'il avait dans la circulation. Il commence également aussi à être dans certains endroits stratégiques de la ville. Je pense que c'est des efforts à encourager. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Quelle est la réponse globale adaptée à l'insécurité que la police nous apporte? Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Si elle existe, en tout cas, on n'a pas à communiquer là-dessus. Et je pense que les malfaiteurs, ils comprennent bien, si vous mettez un commissariat à Yeumbeul, compte tenu de la monographie, la composition sociologique de Yeumbeul sans les fustiger, où il y a un grand chômage, une grande pauvreté, loin des centres urbains, problème d'éclairage public, etc. Je pense que si vous mettez là-bas un commissariat de 5 personnes, les bandits, ils savent que votre présence, elle est dissuasive, mais elle n'est pas opérationnelle parce que vous n'avez pas les moyens de les contrer. Donc je pense qu'il y a, compte tenu des zones, compte tenu des endroits, d'apporter la réponse adaptée. Troisième élément dont j'ai discuté avec des amis qui sont au fait de ce qui se passe dans la police, il semble pointer également la formation. Jusqu'à présent, je pense que la formation reste globalement générale et qu'on ne va pas, peut-être que compte tenu du pétrole dont vous parlez, qui va arriver et qui va générer aussi des intérêts et une insécurité, je pense que ce serait bien, sans paraître vraiment expert de la chose policière, j'en ai pas, ou de la chose sécuritaire, j'en ai pas les compétences ni les moyens intellectuels, mais je pense que pourquoi on ne va pas vers des brigades spécialisées anti-gang, anti-criminalité. Je pense que toutes ces questions-là doivent être abordées. Lamine, vous avez travaillé justement sur ces questions de violence, racisme, religion, ça c'est aux États-Unis, mais ici au Sénégal, quelque part, ce qui fait qu'il y a autant de violence, c'est aussi ceux-là que vous dites dans votre livre, qui sont oubliés, qui sont au bord de la route. Absolument. Personne ne pense à eux. C'est ça, les invisibles. Les invisibles. Voilà, les exclus. Je veux dire, c'est vrai que c'est, comme je le dis, l'espace public, c'est pas juste l'occupation de l'espace en tant que tel, c'est aussi comment on redistribue à la société les biens, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités. C'est invisible, voir des politiciens qui ne sont pas plus sénégalais que rêver d'un jour à l'autre des milliardaires. Absolument. Qui ne travaillent pas. Voilà, ce que Diatou soulignait dès l'entame de son propos, c'est comment des gens qui s'enrichissent d'une façon extraordinaire et qui respectent pas les minimums de décence avec la société, comment alors ces gens-là, pour interdire à d'autres populations de ne pas procéder de la même chose, puisque cela procède de la même chose, c'est du vol. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair que les citoyens qui n'ont pas les moyens peuvent être tentés de faire ces choses-là. Bon, mais ceci étant, c'est que cette violence, donc il y a cette dimension économique, mais aussi il y a une perte de valeur aussi, qui est visible au Sénégal, ça se voit. Et c'est dû à quoi cette perte de valeur? Les parents n'éduquent plus les enfants, c'est ça? Non, à mon avis, c'est qu'on a oublié l'essentiel que Senghor avait toujours dit, c'est par exemple la culture au début et à la fin du développement. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a remplacé l'économique par la culture, l'argent, il n'y a que ce discours-là aujourd'hui. Je veux dire, moi, dans mon adolescence, on parlait d'argent, mais c'était plus ou moins secondaire. Et là, j'ai l'impression que le citoyen, on essaie de le former à travers la question économique. L'économie, par définition, elle est violente puisque c'est un processus d'accumulation. Et donc, ce processus d'accumulation entraîne que des populations soient exclues. Et cette exclusion fait que chacun veut avoir une part. Et donc, ça crée l'insécurité. Et cette violence, certes, elle est là, elle est présente dans toutes les sociétés, mais comme l'a souligné Diatou, c'est comment on la régule. Et on la régule d'abord en réfléchissant sur la violence symbolique, c'est-à-dire la violence qui s'exerce sur les mentalités des populations. Et cette violence-là, c'est d'abord comment les injustices, on essaie de les régler, même si on ne peut pas tout régler. Et je pense que j'étais, par exemple, très choqué là récemment lorsque j'ai vu des étudiants lire leurs cours
sous des lampadaires à 1h du matin. Et moi, je me suis dit, quelle défaite pour notre génération, puisque quand j'étais jeune élève ici, lorsqu'on me racontait que des gens lisaient sous des lampadaires, je croyais que c'était du domaine de la légende. J'avais jamais vu ça. Mais c'est extrêmement choquant et je me dis, où va mon peuple? Je veux dire, il y a des problèmes sérieux et il faut se regarder en face, faire notre autocritique, essayer d'aller ensemble. Et puis les critiques qu'on porte ici, c'est avec amour. Je sais que Diatou, quand il dit des choses c'est parce qu'elle aime ce pays-là. Et donc finalement, la question centrale, c'est comment on est d'abord être citoyen, c'est aimer son pays, c'est aimer les autres et c'est respecter. Et je pense que c'est là que se pose la question pour, en tout cas, essayer de réguler cette question d'insécurité et de violence. C'est une question essentielle. On a l'impression que les partis politiques en parlent peu. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur la place, sur l'espace public et politique, c'est des dialogues de sourds entre l'opposition et le pouvoir, autour du fichier électoral, autour de la représentation à l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'on ne s'occupe pas des Sénégalais. Les gens se préoccupent beaucoup plus de la place qu'ils veulent avoir dans le pouvoir, au lieu de parler des questions. On dit lutte des places. Lutte des places. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces dialogues de sourds entre opposition et pouvoir sur des questions peut-être qui sont importantes, mais pas plus importantes que celles de la société? Je pense, Alassane, que le constat est vrai, mais il faut essayer peut-être d'aller un peu au-delà. C'est sûr que quelque part, on a le sentiment que nous sommes quelque part pris en otage par les politiciens qui ne font pas 10% de la population quant au fond. Mais en passant, je pense que nous, les médias aussi, on a beaucoup contribué finalement à centraliser ce débat sur la politique parfois au détriment des questions basiques du citoyen lambda. Nous sommes des journalistes tous. Nous savons très bien quelles sont les modalités de production et de diffusion de l'information. Nous savons même quelles sont les modalités pour imposer un titre ou en tout cas déterminer d'un titre. Je pense qu'on a aussi, nous, en tant que professionnels des médias, formaté un peu le débat sur les questions politiques qui sont en soi des questions importantes parce que la politique régit la société. Mais je pense qu'on a pris l'angle le plus facile. L'angle le plus facile, c'est de nous focaliser à relayer les polémiques parfois stériles. Mais est-ce qu'aussi, sur ce point précis, il n'y a pas de responsabilité du gouvernement en laissant la profession envahie par des volontaires de l'information et de la communication qui polluent tout? Absolument, Alsan. Tu sais très bien ma position. Tu connais très bien ma position sur ce débat. Mais un peu pour peut-être recentrer un peu, je pense qu'il y a effectivement un dialogue de sourds qui est en train de s'installer entre les politiciens, particulièrement le ministère de l'Intérieur et les coalitions politiques en perspective des élections législatives. Moi, je ne suis pas également une experte de la chose politique, mais en citoyenne plus ou moins Afrique, les processus électoraux sont accompagnés par des discussions, des négociations et des consensus. Et le plus grave, à mon avis, c'est effectivement de rompre un peu les points de consensus. Parce que quand on rompt le point de consensus, on rompt le dialogue. Pour moi, les choses devraient pouvoir se faire sans beaucoup d'anicroches. Le gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, veut que les élections se passent. L'opposition en fait un enjeu pour que ces élections législatives-là soient organisées dans les délais et dans les conditions de transparence. Pour moi, c'est un point de convergence suffisant pour pouvoir débattre sereinement de ces questions-là. Il faut éviter, à mon avis, les passages en force. Les démarches unilatérales. Je ne me fais pas le porte-voix de l'opposition, mais je pense que, par exemple, quand le comité de veille vient au ministère de l'Intérieur et trouve un troisième bloc, je ne discute pas de la légitimité ou pas du bloc des indépendants à participer aux discussions, mais puisqu'il y a un consensus qui est en cours, je pense que c'était pas gênant d'informer ou de trouver les moyens de débattre de ça avant que ces réunions-là ne surviennent. Apparemment, ça n'a pas été fait et Manco particulièrement, ils ont quitté la salle. Deuxièmement, je pense qu'il y avait un consensus plus ou moins sur le 2 juillet. C'est vrai, le président a convoqué, l'opposition n'est pas allée, on ne nous convoque pas, on nous avertit et puis il y a un décret qui sort qui fixe les élections au 30 juillet. Je pense que
le ministère de l'Intérieur, particulièrement M. Abdoulaye Daouda Diallo, parce que c'est lui quelque part le leader du processus, gagnerait à mon avis à installer des conditions de transparence, des conditions de dialogue plus avérées pour gérer ce processus. Parce que si on ne crée pas les conditions de transparence et de dialogue, c'est de bonne guerre. Quelque part, on donne du grain à moudre à l'opposition et qui va continuer à contester. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, la deuxième chose, je pense aussi qu'il y a une contrainte même liée au texte de la CEDEAO. Absolument. La CEDEAO dit que si vous touchez au code électoral 6 mois avant les élections, tout ce que vous faites doit faire l'objet de négociations arrêtées d'accord partis. Un troisième élément que je ne comprends pas, le référendum a été clair là-dessus. Il y a un point sur le référendum qui concerne la réforme des partis politiques. Au vu des échéances électorales qui venaient, pourquoi on n'a pas commencé à prendre en charge cette question de la réforme des partis politiques pour savoir comment on met les coalitions, qui est le chef de l'opposition, comment on réglemente les relations opposition-pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi ce bloc-là est laissé quelque part en rade et on se lance dans des négociations. Pour ne pas trop parler, je parle même pas des cartes de la CEDEAO, qui encore une fois, les Sénégalais se sont... Moi, j'aimerais que vous continuiez à développer parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Il y a quand même une opinion par rapport à ce dialogue de sourds entre opposition et pouvoir sur des questions essentielles. On ne s'entend pas. Je viens d'apprendre beaucoup de choses avec Diatou. Tout ça, j'ignorais vraiment ce qui se passe la politique dans le landerneau politique sénégalais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important pour moi, la politique, c'est... J'ai parlé d'amour, mais aussi de la vision. Je veux dire, qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures? C'est ça qui est important. Et alors, si on est dans l'opposition ou dans le pouvoir, c'est le quotidien aujourd'hui qui nous intéresse. Et la part que je prends moi-même par rapport à ça, c'est, on va nulle part. Et puis, c'est même pas noble. Je veux dire, je pense que tous les politiciens, y compris de l'opposition, ce qui doivent les intéresser, c'est aussi qu'est-ce que je lègue à l'histoire. Et parce que l'histoire, elle juge durement, et je pense que en tout cas si j'étais dans le monde politique, j'aimerais pas que mon nom soit associé parmi ceux qui ont vendu leur âme au diable ou bien qui ont permis à ce pays de se rétrograder. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue, mais ce dialogue constructif et mais ce dialogue doit se faire avec beaucoup d'honnêteté de la part de tous les partis, hein, parce que si ce qu'on a dit est vrai, si c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le développement de ce pays, et je pense que la chose la plus importante, c'est d'abord l'intégrité, l'honnêteté, et vraiment, et le courage, et de ce point de vue-là, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir. Mais est-ce qu'au fond, le développement du pays intéresse les politiciens? C'est ce que je me pose. Au fond, ça les intéresse. Je pense que ça, chacun veut avoir une place, gagner de l'argent, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas de métier. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il paraît que certains sont là depuis 20 ans, 30 ans, y compris dans la société civile, me dit-on, qu'il y a des gens qui ne travaillent, enfin, qui ne sont payés que par rapport à leur position politique ou à leur position dans ces associations-là. Et il faudrait renouveler la démocratie, c'est aussi essayer de laisser de céder la place aux autres et essayer d'être généreux vis-à-vis de tout le peuple. En tout cas, faire quelque chose qui fera que dans l'histoire on dira qu'il a essayé de faire quelque chose, il a fait de son mieux. Et c'est pour cela que notre génération m'impressionne, puisque tout ce qui marche dans ce pays-là, j'ai l'impression que ça a été fait par les pères fondateurs, en tout cas ceux qui ont construit cette nation-là depuis les années 60. Et tout le reste, je veux dire, l'idéal politique, je ne le vois pas quand je discute avec les jeunes. Ils sont même pas conscients de l'histoire récente, l'histoire politique récente du Sénégal. Ils parlent de Cheikh Anta Diop, ils savent pas le débat politique qu'il y avait lors de l'ouverture démocratique dans les années 75. Beaucoup de ces gens-là, aujourd'hui, effectivement, on les voit comment ils sont en alliance avec d'autres lobbies pour juste avoir une place au niveau de l'État.
Est-ce qu'au fond, c'est pas l'argent qui va détruire ce pays-là? Oui, en fait, pour en revenir un peu sur les politiciens, le développement, moi, je ne voudrais pas stigmatiser globalement les hommes politiques. Pas tout le monde. Non, je reconnais que pour faire de la politique, particulièrement au Sénégal, il faut avoir une cuirasse. Donc, il faut avoir même quelque part du courage. Je le leur concède à tous les hommes politiques, mais je pense aussi qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, moi je reste persuadée qu'il y a des hommes politiques au pouvoir comme dans l'opposition qui sont quand même mus par l'intérêt du Sénégal, même si en tout cas la plus grande perception c'est que il y a une catégorie de politiciens qui en font une situation de rente ou un fonds de commerce. Ça aussi on ne peut pas le nier. Maintenant l'argent, est-ce que l'argent, c'est sûr que quelque part nous sommes tous régis maintenant dans ce pays-là par le dieu argent. Je pense que tout à l'heure, Sania a parlé un peu de la perte des valeurs. Je pense que l'argent aussi a beaucoup contribué à pervertir les valeurs. Parce que s'il faut gagner de l'argent par tous les moyens et n'importe comment, s'il faut être dans une logique d'accumulation sans se soucier finalement de l'origine licite de ce qu'on accumule ou ce qu'on veut accumuler, c'est sûr que quelque part, c'est une atteinte à nos valeurs. Mais ça, encore une fois, c'est un problème global du Sénégal qui doit aussi être adressé et chacun doit jouer sa partition. J'en reviens aux médias également, aux médias, à tous les regarder les parrainages. C'est très rare que dans ce pays, une cérémonie soit parrainée par quelqu'un sur la base de son mérite et de ses valeurs. C'est simplement les nouveaux riches, ceux qui savent faire le batterie argent, là par exemple, qui sont les parrains de toutes les manifestations. Pourtant, il y a des policiers chevronnés qui ont travaillé en toute intégrité, des fonctionnaires besogneux qui ont passé leur vie à rendre service à ce pays, des femmes qui se lèvent à 5 heures du matin pour vendre des cacahuètes, gérer la famille. Ce ne sont pas des modèles. Et encore, j'en reviens dans nos médias, ceux qui accaparent le débat dans ce pays-là, les 3/4 peut-être, du point de vue des valeurs, sont des gens absolument disqualifiés. Si vous avez été en prison pour des histoires de détournement, pour des histoires de mœurs, voilà, ces gens-là, qu'ils soient hommes de culture, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient affairistes, ils sont là montés en épingle et vendus quelque part comme des modèles même de réussite. Je pense que on a besoin de faire une réflexion collective, de savoir quels sont nos modèles et quels sont nos standards pour pouvoir peut-être essayer de reconstruire. Non, mais c'est absolument vrai, c'est tellement vrai. Ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'impression que chaque année on vient, on remet les choses sur la table, mais il n'y a pas d'action. Oui, pourquoi il n'y a pas d'action? Chacun aussi peut des choses. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des politiques et des dirigeants, mais chaque citoyen peut faire ce qu'il peut. Par exemple, nous avons une association des Sénégalais de la diaspora. Tous les 2 ans, on vient au Sénégal, on célèbre, comme le dit Diato, on donne des prix à des gens qui le méritent, qui sont pas connus, qui sont pas médiatiques. Certains d'entre eux sont connus, d'autres sont pas du tout connus. Et parce qu'ils incarnent des valeurs. Par exemple, on était très fiers d'avoir été parmi les premiers de donner des prix à, je pense à lui, à Ousmane Sow, au sculpteur dès 2007, parce qu'il méritait ça, ou même des disparus comme Ibandia et le peintre. Mais c'est aussi célébrer l'art. Et c'est aussi célébrer qu'il y a d'autres, Doudou Ndiaye Rose, on lui a donné un prix, d'autres personnes moins connues. Enfin, je cite ces personnes-là. Donc, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Et je pense que le comportement, et ce que Diatou disait dès le début, c'est ça qui est important, c'est pourquoi ce comportement-là, il est important de le changer. Pourquoi, en fait, on cherche autant d'argent? Non, mais moi, j'aimerais bien que vous dites comment. Non, mais c'est parce que pourquoi tout le monde cherche autant d'argent? Pourquoi en général? C'est pour paraître. Et comme on le dit, c'est pour cela que je travaille enfin, il y a un ami qui m'expliquait comment le mot titre ou en Wolof vient de titre. C'est pour paraître. C'est-à-dire que des gens, ils vont chercher de l'argent, non pas pour faire quelque chose d'essentiel, mais simplement pour que la société les apprécie en ayant je sais pas, quelque chose qui le fait, qui expliquerait ils sont riches. Et donc, pour changer ça, je pense que moi, je suis persuadé que l'intellectuel a joué un rôle fondamental, c'est-à-dire l'autocritique. Et
et que les politiques, faut qu'ils considèrent aussi que ce que disent, la critique que portent les intellectuels, c'est pas par méchanceté ou par autre chose, c'est simplement on veut que ce pays avance. C'est pas tous, hein, c'est pas tous les intellectuels, mais c'est un constat que certains d'entre eux aussi oui, bien sûr. Vont vers l'école du pouvoir aussi. C'est un problème aussi, oui, par rapport à leur travail de critique qu'ils devraient faire. Absolument, c'est-à-dire que l'intellectuel, pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui évalue les évaluations des autres, donc il y a toujours l'état critique. Alors, les gens, toujours parce qu'on a des diplômes, on considère qu'on est intellectuel. Non, il y a beaucoup d'universitaires qui sont pas du tout intellectuels. Je veux dire, c'est l'intellectuel, c'est la remise en cause, mais de façon froide et puis de façon objective. Et je pense que si les intellectuels, les autres leaders jouent le jeu, les populations aussi vont jouer le jeu. Et puis aussi au niveau religieux, parce que dans la religion aussi il y a ce problème-là. Moi je travaille sur la dimension de la religion aux États-Unis, mais c'est la même chose qu'on retrouve ici. Par exemple, une religion qui est là, qui est intéressée que par la domination, l'argent, la richesse, le pouvoir. Et l'autre partie de cette religion-là, qui vous appelez la vision constantinienne. La vision constantinienne. Et l'autre partie de la religion qui a une dimension prophétique. La paix, l'amour, la justice. Il y a aussi ça. Et donc il y a beaucoup d'éléments. C'est pour cela que le Sénégal résiste d'ailleurs. C'est pour cela que la démocratie sénégalaise résiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas, mais qui ont des valeurs très forte. Je pense. Oui, je pense qu'il est possible vraiment de créer un sursaut collectif. Mais ce sursaut collectif-là est impulsé, ce sursaut collectif doit être impulsé par une volonté politique forte. Moi, je reste persuadé qu'il y a des leviers sur lesquels on peut activer. Mais si l'État, par exemple... Quand on est élu, on cherche déjà le deuxième mandat. Mais Diatou avait bien précisé que, par exemple, les rôles modèles, par exemple, célébrer des personnes qui ont des valeurs, ça c'est déjà quelque chose, ça a de l'impact. Absolument. Moi, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels on peut activer. Nous avons, par exemple, des groupes confrériques très forts qui peuvent porter des messages de moralisation, des messages de mobilisation, mais y compris même la société civile. Si la volonté politique, elle est déclarée, claire et affirmée, je pense qu'on a suffisamment de leviers au Sénégal sur lesquels s'appuyer pour essayer de changer la donne. Mais je pense que ce sursaut collectif doit absolument intégrer la sanction. Parce qu'on ne peut pas mobiliser, sensibiliser et changer le comportement sur la base de la seule morale. Les êtres humains que nous sommes, nous avons besoin aussi parfois, sans être dictateurs, qu'on nous applique des sanctions pour qu'on puisse entrer dans les rangs. On a les leviers, à mon avis, au niveau réglementaire. Le Sénégal a légiféré sur tout. Comment on doit vivre ensemble de façon civilisée et courtoise et avec plus de générosité entre nous-mêmes. Il y a également, je pense, que des leviers, des forces, une société civile forte qui peut être mobilisée. On a une société des leaders d'opinion incarnés par les leaders religieux et autres. Et je pense que si on met ensemble l'ensemble de ces forces-là, il est possible, à mon avis, de changer la donne. Il est possible de le faire dans une société où le masla est souvent là. Chaque fois que vous sanctionnez, il y a des interventions par rapport à ces sanctions-là, même si la personne commet la faute la plus innommable. Ouais, non, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire, de sanctionner, parce que c'est insoutenable. Sinon, on peut pas vivre en commun. Parce que si on n'applique pas les sanctions qu'il faut, en fait, avec intelligence, bien sûr. Si on n'applique pas les sanctions qu'il faut, c'est impossible que on puisse continuer à vivre en commun. Chacun va vivre à sa manière, et c'est ça qui explique quelque part un peu la violence. Et donc, il faudrait que les sanctions s'appliquent à toutes les populations, y compris au leadership. Je veux dire, on parle du Rwanda, lorsqu'on vous dit ce que Kagame fait, y compris par rapport à ses proches, mais actuellement c'est le pays qui est cité en modèle, parce que simplement il l'applique. Et donc, quand on veut incarner la démocratie, il faudrait aussi incarner ce qui va avec la démocratie, donc la possibilité de sanctions et autres. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Diatou l'a bien souligné, on peut pas changer ce pays-là si on ne change pas les comportements. Et ces comportements-là, franchement, il faut célébrer un certain nombre de nos personnages et de nos acteurs qui sont dans leur coin. Et puis, mais aussi quelques intellectuels, il faut les valoriser. Je pense à un intellectuel sénégalais, Mbakenya, qui a fait des choses extraordinaires que moi j'ai appris en étant à Princeton sur l'urbanisme au Sénégal. Mais il a fait une réflexion extraordinaire qui tient compte de nos valeurs culturelles.
comment dans une société qui n'est pas de type occidental, on peut développer un certain type d'urbanisme en tenant compte de la façon dont nous vivons. Et ça aussi, il faut y réfléchir. Et si les travaux sont là, il faut les appliquer. Il faut penser aux intellectuels sénégalais qui essaient de penser le Sénégal. Gatou, si c'est le dernier point de notre débat, c'est Adama Barrow qui a pris fonction là-bas en Gambie. Il dit qu'il va nommer la semaine prochaine son gouvernement, qu'il y aura des changements qu'il va apporter par rapport à la gestion de son pays. Mais est-ce que Adama Barrow sera à la hauteur des défis? En tout cas, moi, je suis très contente pour nos amis, quelque part nos concitoyens gambiens, parce que pour être dans les instances mondiales du journalisme, je faisais presque le monitoring de l'état des libertés de la presse en Gambie au niveau de ces instances-là. Et je pense qu'en Afrique, ça faisait partie des états les plus lamentables. Pour ça, je suis très, très, très fière pour les Gambiens. Oui, mais je pense qu'Amadou Barrow, forcément, Adama Barrow, je pense que lui, sa période de grâce sera très très courte parce qu'il est venu dans un pays qui n'a que des attentes. Maintenant, est-ce qu'il sera à la hauteur? Je pense que partons du principe qu'il n'y a pas une école qui forme spécifiquement des chefs d'État. On a vu quand même un Lech Walesa sortir des chantiers de danse et diriger la Pologne. Sûrement, il fera des erreurs, il va cheminer, il va faire des erreurs. Lech Walesa est un grand leader syndical. Oui, un grand leader syndical. Mais faisons-lui déjà, je pense que il n'est pas un loup solitaire, il ne va pas gouverner seul. Quelque part, il faut l'admettre. Je pense que c'est un président qui est élu par défaut. Darbo serait au pouvoir. Peut-être Darbo ne serait pas en prison. Sûrement, c'est lui qui serait peut-être investi. Donc, je pense qu'il est élu par défaut quelque part, il le sait. Mais je pense qu'il y a une coalition d'hommes et de femmes politiques aguerris autour de lui qui vont l'aider à maintenir le cap. Mais pour le moment, je pense que ne le condamnons pas dès le départ. On peut avoir quelque part des doutes. On a vu un peu sa communication, entre guillemets quand même, ça a commencé à aller dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, je pense que, en tout cas, nous, on a au Sénégal, on a intérêt à avoir en Gambie un pouvoir professionnel entre guillemets, parce que pour moi démocratique, qui se soucie du bon voisinage, parce que tout le monde sait que quelque part on a souffert, nous Sénégalais, de maltraitance en Gambie sous le règne de Yaya Jammeh. Maintenant peut-être il y a un point moi qui m'interpelle. Je sais que quand du temps de la Confédération, c'est des lobbies gambiens même qui ont saboté la Confédération. Partout en Gambie, si vous passiez, vous voyez sur les murs, Senegalese troops out. Et le syndrome là, je pense que n'est pas loin. Dans l'euphorie, le Sénégal est le grand voisin, bien gentil, bienveillant, mais je pense qu'il faut qu'on puisse intégrer pour ne pas être déçu plus tard, que quelque part quand même dans la population gambienne, il y a un sentiment quelque part anti-sénégalais, il faut oser le dire, et cela impose de nous qu'on ne donne pas l'impression d'être le parrain de Barrow, qu'on ne fasse pas dans la condescendance. Tout le monde l'a dit, je pense qu'on considère effectivement la Gambie, pour petit du point de vue superficie soit-elle, comme un pays souverain avec qui quand même, compte tenu de sa position géographique à l'intérieur du Sénégal, avec qui nous devons négocier dans la sauvegarde de nos intérêts collectifs en tant qu'État. Madame Tania, par rapport à la nouvelle configuration en Gambie, beaucoup de défis. Oui, le nouveau président aujourd'hui, un pays qui passe d'une dictature de 22 ans à une démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Barrow soit à la hauteur de sa tâche? Je wait and see pour Barrow, parce que c'est vrai que on ne sait pas où il va, mais dans tous les cas, c'est que, comme elle le dit, ce qui est important, c'est que Barrow doit incarner l'honnêteté, le courage et surtout l'intégrité. Et pour le reste, je sais pas vraiment, parce que je sais que la condescendance est toujours mauvaise, et j'espère qu'un jour viendra où le Sénégal, la Gambie et peut-être le Mali, la Guinée et tous ces pays-là, on va quand même essayer de faire au moins ce que les Sundiata ont essayé de faire, c'est-à-dire quelque chose de grand, d'une Afrique unie, un grand ensemble. Et je pense que de toute façon,
tous Gambiens quelque part, les Gambiens sont tous Sénégalais quelque part, je crois que c'est le même peuple et que de toute façon il faut les encourager et leur parler comme on parle à chaque citoyen du monde et puis respecter ces États, parce que si on sous-estime la Gambie, les autres États qui essaient de nous sous-estimer, on peut rien dire contre eux. Absolument. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment Diatou Cissé Koulibaly, Diatou Cissé, journaliste qu'on ne présente plus aux Sénégalais. Mohamedou Lamine Sagna, docteur en sociologie, ancien professeur à Princeton aux États-Unis, actuellement enseignant au laboratoire du changement social à l'université Paris 7 d'Hydro. À la technique Abdoulaye Diop, Bicro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche.